Avant de donner la parole à notre conférencière et à notre conférencier, permettez-moi de vous les présenter. Tout d'abord, Martine. Bonjour, Martine Régis, qui est coordonnatrice au développement pédagogique de la chaire Impact G de Polytechnique Montréal, ainsi maintenant que conseillère pédagogique au Cégep Saint-Laurent. Martine est diplômée d'un baccalauréat en études internationales et d'une maîtrise en sciences politiques. Elle a d'abord travaillé dans le milieu de la coopération internationale à Montréal, ainsi qu'à l'étranger. Au cours des dernières années, Martine s'est intéressée, elle s'est tournée vers la pédagogie de l'enseignement supérieur en complétant le microprogramme de formation à l'enseignement post-secondaire de l'Université de Montréal. Ses études en pédagogie l'ont menée à développer le projet Conseil de prof, qui est le sujet de notre webinaire, et à prendre part aussi à la réflexion pédagogique du Cégep Saint-Laurent, notamment en matière d'internationalisation des programmes. Bienvenue, Martine. Quant à Patrice Farran, il est maître d'enseignement à Polytechnique Montréal et responsable du programme de baccalauréat en génie chimique, en plus d'être titulaire de la chaire Impact G en enseignement et en apprentissage du génie. Il est à l'origine de plusieurs innovations pédagogiques en lien avec le développement et l'évaluation des compétences, dont une plateforme en ligne présentant plus de 100 vignettes de pédagogie active. C'est bien sûr Conseil de prof. Les initiatives pédagogiques de Patrice et ses méthodes d'enseignement lui ont valu plusieurs prix d'excellence en enseignement. Patrice intervient également à l'Université de Montréal dans la formation des futurs enseignants où il donne un cours portant sur l'évaluation des apprentissages. Eh bien, je vous souhaite un bon webinaire, mesdames, messieurs. Je laisse la parole à Patrice et à Martine. Super. Bien, tout d'abord, merci beaucoup, Mme Perrault, pour l'invitation. C'est fort apprécié. Et on est très heureux, Martine et moi, d'être ici aujourd'hui avec vous là, pour la prochaine 1h10, grosso modo. Donc, comme Mme Perrault vous l'a signalé, on a changé un petit peu le format en cours de route aujourd'hui. On avait prévu des activités interactives, mais le format du webinaire ne le permet pas. Mais vous allez voir, on va réussir à quand même avoir de l'interaction ensemble, là, que ce soit au niveau verbal ou au niveau écrit. Bienvenue tout le monde à ce webinaire qui va permettre de découvrir la plateforme Conseil de prof. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble dans les prochaines minutes? Essentiellement, on va atteindre 3 objectifs. Pourquoi on a créé ce projet-là? On va parler un peu des raisons d'être du projet. Bien sûr, le cœur, c'est de vous montrer la plateforme. On va vous donner le lien aussi. Là, vous allez pouvoir la parcourir de votre côté. Donc, on va illustrer le fonctionnement et on va plonger un petit peu dans les coulisses de Conseil de prof et c'est là qu'on aura des échanges ensemble sur les bonnes pratiques en enseignement supérieur. Donc, essentiellement, le sommaire de notre atelier là, est à l'écran. Comme Mme Perrault l'a dit, je suis Patrice Farran, je suis du département de génie chimique de Polytechnique Montréal et j'ai plusieurs chapeaux, là, mais le chapeau pour lequel je suis là aujourd'hui, c'est que je suis titulaire d'une chaire, la chaire Impact G, là, en enseignement et apprentissage du génie. Puis le but ultime de cette chaire-là, c'est de développer des outils très pratico-pratiques pour aider les enseignants, oui, en ingénierie, mais à vrai dire, ce qu'on développe, ça s'applique à tous les ordres d'enseignement, du primaire à l'université. Vous allez le voir tantôt là, dans ce qu'on va vous présenter. Donc, pour outiller les enseignants à ce que ça se passe toujours mieux dans la classe, que les élèves soient toujours mieux formés. C'est avec ce chapeau-là que je suis là aujourd'hui. Et comme Mme Perrault l'a dit, j'ai aussi l'occasion d'intervenir au microprogramme en enseignement postsecondaire de l'Université de Montréal. Ce qui fait que je reconnais quand même un certain nombre de noms aujourd'hui dans le webinaire, donc des anciens étudiants à qui j'ai eu la chance d'enseigner un cours en évaluation à l'Université de Montréal. Voilà ce qui me concerne. Martine, veux-tu ajouter quelques mots sur toi? Oui, je peux prendre le relais. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. On est très content de présenter Conseil de prof. On l'a déjà présenté au colloque de la QPC en juin et là, on est invité à le présenter à webinaire pour encore plus en faire parler puis le faire découvrir à des collègues du réseau. Donc, de mon côté, oui, Martine Régis, donc je suis maintenant, oui, conseillère pédagogique au Cégep de Saint-Laurent. Mais j'ai commencé aussi, donc comme étudiante au micro-programme d'enseignement postsecondaire. C'est là que j'ai fait la rencontre de Patrice. Et puis, de fil en aiguille, on a collaboré ensemble pour Conseil de prof. Donc, j'ai travaillé là-dessus un bon 1 an et demi jusqu'à maintenant. Et puis, voilà, pour la présentation, je vais laisser Patrice maintenant passer avec un peu comment tout ça a commencé du côté de la chaire Impact G. Super, merci beaucoup, Martine. Donc, genèse du projet.
Essentiellement, la plateforme Conseil de prof qu'on va vous présenter là, dans moins de 10 minutes, ça regroupe une centaine de capsules vidéo qui donnent des conseils pour les enseignants du primaire à l'université, mais surtout orientés à enseignement supérieur, donc pour les enseignants au collégial ou à l'université. Et ces conseils-là sont basés sur deux grands fondements, je dirais. Évidemment, les publications dans le domaine, donc la recherche dans le domaine de l'enseignement, de l'apprentissage en enseignement supérieur, mais aussi beaucoup l'expérience de nombreux enseignants au collégial et à l'université, avec qui on a eu la chance de discuter, qui nous ont fourni plein de conseils que nous-mêmes, on appliquait des fois sans même le savoir. Donc, c'est un amalgame de tout ça qui a fait en sorte qu'il y a plus d'une centaine de capsules qui sont actuellement disponibles et auxquelles vous avez accès dès aujourd'hui. Donc, ce que je viens de dire. D'ailleurs, j'ai vu là, dans le chat qu'il y a plusieurs conseillers pédagogiques. C'est le commentaire aussi qu'on nous avait fait lors du colloque de la QPC, que c'est une plateforme qui peut être très utile pour les conseillers pédagogiques lorsqu'on encadre, qu'on accueille, qu'on suit des nouveaux enseignants et même des enseignants plus expérimentés. Donc, au niveau de plein de petits conseils qu'on pourrait leur fournir. Donc, comme tel, le projet de notre plateforme, évidemment, vise à contribuer ultimement à la réussite des élèves, en formant de meilleurs profs, en appliquant de nouvelles, de meilleures techniques en classe, bien, ça contribue à une formation de qualité. Soutenir, évidemment, les enseignants dans une perspective d'amélioration continue, parce que même si nous sommes des enseignants d'expérience, on continue toujours à apprendre de nouvelles choses lorsqu'on enseigne. On fait des bons coups, on fait des moins bons coups, puis on essaie de se reprendre. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Mais aussi, c'est peut-être un troisième élément important à souligner, la plateforme a aussi pour but d'encourager la réflexion, voire même le débat au sein de la communauté enseignante. Parce qu'un conseil qui fonctionne pour un enseignant ne fonctionnera pas nécessairement mur à mur pour tous les enseignants dans tous les contextes, là. Donc, ça se peut que vous ne soyez pas d'accord avec certains conseils qui sont donnés. Ce n'est pas parce qu'on est d'accord ou pas d'accord que le conseil est bon ou pas bon, là. L'idée, c'est plus d'en débattre. Il y a certaines choses qu'on peut appliquer dans notre classe, il y a certaines choses qu'on peut moins appliquer. Fait que c'était un autre objectif aussi là, d'encourager le débat. Maintenant, je vais laisser la parole à Martine, qui va elle-même partager son écran pour vous présenter un peu les étapes de conception de la plateforme et on va aussi visiter la plateforme. Oh, ton micro est fermé, Martine. Ça va aller mieux comme ça? Excellent. Donc oui, nos fameuses étapes de travail. Donc, on a commencé tout ça. Moi, j'ai été embauchée par la chaire à titre de coordonnatrice au développement pédagogique pour ce projet-là en mai 2021. Donc, la première étape, durant tout l'été dernier, je dirais, ça a été de s'asseoir, Patrice et moi, entièrement à distance. D'ailleurs, il faut le souligner, c'était un peu la blague qu'on a fait au colloque, mais tout ça s'est fait entièrement à distance. Patrice et moi, on s'est rencontrés pour la première fois en juin au colloque de la QPC. Autrement, on a tout fait ça à distance tous les deux de la maison, en Zoom, en se rencontrant chaque semaine. Donc, ça a été au début justement de s'asseoir à distance, puis de faire un peu une arborescence du projet. Donc, il lui donnait une structure. C'était drôle parce qu'on avait beaucoup de mots-clés, de sujets, de thématiques. Puis moi, j'avais tout ça sur des post-it là, au-dessus de mon ordinateur. On avait à peu près une douzaine de grands sujets dont on voulait aborder dans la plateforme. Donc, ça a été de se donner une structure. Et un coup qu'on s'est entendu sur le nombre de thématiques, et j'y reviendrai tout juste après, là, vous allez découvrir finalement, on s'est entendu sur combien de thématiques à la toute fin. Mais un coup que tout ça a été fait, le cœur du projet, ça a vraiment été toute mon année 2021-2022, ça a été de rédiger et de concevoir donc chacune de ces capsules. Donc, chaque capsule que vous allez visionner, elles sont toutes scénarisées, donc il y a un texte derrière chacune d'elles et elles sont aussi conçues, donc il y a un petit visuel PowerPoint pour chacune. Donc, ça a été à chaque semaine de s'asseoir, de se faire une rencontre Zoom, Patrice et moi, et de se dire, bon, cette semaine, on travaille sur 4-5 capsules de telle thématique. Et puis, chaque jour, j'en rédigeais une, on faisait le visuel, on s'assurait que tout concordait bien. Et on passait aux suivantes. Donc, à chaque semaine, comme ça, 4-5 capsules à chaque fois. Ce qui nous a amené à peu près jusqu'en février 2022, où là, la plupart des capsules étaient rédigées, étaient conçues. Et là, il a fallu
commencer à les enregistrer et à faire le montage. Donc, au début, ça a été surtout de faire des tests, de trouver un logiciel d'enregistrement qui pouvait capturer notre écran et aussi la caméra, de faire des tests de montage, donc trouver un logiciel de montage aussi, faire quelques prototypes de capsules pour voir qu'est-ce qui pourrait plaire, qu'est-ce qui pourrait déplaire, le son, etc. Et au fur et à mesure qu'on montait et qu'on enregistrait des capsules, en parallèle, à partir de mai environ, il a fallu aussi rencontrer le service informatique de Polytechnique pour pouvoir héberger justement toutes ces belles capsules-là et se faire un site à l'intérieur du site de Polytechnique Montréal. Donc, ça a été de s'asseoir avec Carl, notamment du service informatique. Et avec lui, on a vraiment travaillé, j'aimais beaucoup son expression, travailler le comportement du site, donc comment, comme usager, on parcourt le site de page en page, etc. Et de travailler aussi avec Bénédicte, la graphiste, pour se donner une petite image de marque de conseil de prof. Et tout ça a abouti justement au colloque. Donc, la date du colloque, c'était vraiment notre objectif d'arriver avec une plateforme très avancée. Donc, c'est ce qu'on a pu livrer au colloque en juin. Et depuis ce moment-là, là, on travaille justement sur des capsules additionnelles et sur d'autres fonctionnalités du site que je vais vous présenter dans quelques instants. Et tout ça devrait aboutir d'ici la fin de l'automne 2022. Donc, quand vous allez parcourir la plateforme, il y a certaines thématiques qui n'ont pas de capsules, mais tout ça devrait apparaître d'ici décembre environ, d'ici la fin de la saison. Donc, restez à l'affût de tout ça. Et puis, justement, tantôt, je vous parlais des fameuses thématiques. Donc, au départ, comme je disais, là, mes fameux post-it, j'en avais une dizaine, douzaine. Et finalement, on est arrivé à une plateforme avec 4 grandes thématiques. Donc, cette thématique, la première, pardon, c'est la planification d'un cours. On a aussi des capsules qui portent sur les stratégies d'enseignement et d'apprentissage, l'évaluation des apprentissages, et la relation pédagogique. Donc, c'est 4 grandes familles de capsules et évidemment, ça couvre très large. Donc, on est allé préciser chacune d'elles à l'aide de quelques sous-thématiques qu'on les appelle. Par exemple, dans la planification d'un cours, on a des capsules qui vont parler de l'approche par compétences, de la planification d'un cours à l'échelle plutôt d'une session, donc une macro-planification, mais aussi des capsules portant sur une micro-planification, donc à l'échelle de chacune des leçons. Du côté des stratégies d'enseignement et d'apprentissage, on a des capsules qui vont parler des bases plus théoriques pour favoriser l'apprentissage des élèves, les stratégies d'enseignement, le processus d'apprentissage, les travaux en équipe et aussi les élèves en situation de handicap. Et donc, toute cette thématique, c'est celle qui est en développement pour l'instant. Donc, on a passé tout l'été à les rédiger, à les concevoir. Et là, on entre en mode enregistrement et montage. Donc, ça devrait paraître d'ici la fin de l'automne 2022. Ensuite, pour l'évaluation des apprentissages, c'est un gros morceau. Donc, on a des capsules qui vont de la planification des évaluations jusqu'à comment on communique les résultats. Donc, quelques conseils, bonnes pratiques pour communiquer de manière bienveillante les résultats aux élèves en passant par des mécanismes comme les évaluations plus traditionnelles ou les tâches authentiques et bien d'autres. Et finalement, la relation pédagogique, donc oui, la relation avec les élèves, mais aussi des capsules qui portent sur le premier cours, qui est souvent le point de départ de la relation pédagogique avec nos étudiants puis nos étudiantes, la gestion de classe et l'évaluation de l'enseignement par les élèves. Donc, c'est un peu ce qui fait le tour de nos grandes thématiques. Et là, je propose justement qu'on aille sur le site de la plateforme. Donc, le site web, il est en ligne. C'est une plateforme qui est gratuite, qui est accessible. Il n'y a pas d'usager ou de mot de passe à avoir. C'est vraiment grand public. Donc, libre à vous de la prendre en note. Peut-être même qu'on peut la mettre dans le chat si vous voulez la parcourir en même temps. Je vais faire un exemple tout de suite. Donc, on va y aller. Alors, donc voilà, bienvenue sur le site de Conseil de prof. Donc, comme je disais, puisque la chaire, c'est une chaire de Polytechnique Montréal, c'est un micro-site qui fait partie du site polytechniquemontréal.ca, / Conseil de prof, conseil au pluriel. Donc, quand on arrive sur la page d'accueil, on arrive à un carrousel d'accueil avec un premier carrousel qui nous mène vers la page En savoir plus sur le projet Conseil de prof lui-même. La deuxième page du carrousel nous mène plutôt vers la page officielle de la chaire Impact G pour découvrir ses travaux. Et la troisième page du carrousel nous mène cette fois vers le site des vignettes de pédagogie active, qui est un autre projet de la chaire Impact G. Et je pense qu'on va avoir le temps justement de vous le présenter un peu plus tard dans le webinaire.
C'est une autre initiative de la chaire qui comporte ça aussi une centaine de courtes vignettes d'activités de pédagogie active qui peut facilement s'adapter, quel que soit le cours, la discipline, le contenu que vous avez à enseigner. Donc, tout juste en bas de ce carrousel, on a nos fameuses boîtes colorées, donc qui rappellent les couleurs que je vous montrais là, de nos grandes thématiques, donc la planification d'un cours, les stratégies d'enseignement et d'apprentissage, l'évaluation des apprentissages et la relation pédagogique. Donc, quand on clique sur chacune de ces boîtes colorées, ça nous mène à la page de la thématique en question. Et quand vous êtes ailleurs sur le site, vous n'avez pas à revenir à la page d'accueil pour accéder aux thématiques. Vous pouvez simplement passer par le menu latéral à gauche. Donc, thématique, c'est un menu accordéon et on voit chacune des grandes thématiques. Dans ce menu latéral gauche, on trouve aussi quelques pages à propos, donc à propos du projet, de ses objectifs, pour en savoir plus sur Patrice et moi, l'équipe derrière Conseil de prof. Et aussi la chaire Impact G, donc quelques mots sur ses grands travaux et aussi un autre lien pour vous rediriger vers la page officielle de la chaire sur le site de Polytechnique Montréal. Si on va à droite, bon là, je sais que le site est très intuitif, que l'équipe du service informatique me disait, donc selon l'écran, la grosseur que vous avez, peut-être que ce n'est pas configuré de cette façon, mais tout s'y trouve. Là, si ce n'est pas à votre droite, ça va être au bas de votre page. Mais bon, dans ce cas-ci, c'est un menu qui se trouve à droite. Un premier moteur de recherche, si vous voulez parcourir des trucs sur le site de Polytechnique. Sinon, on a un moteur de recherche propre à la plateforme qui se trouve ici et je vais vous montrer un peu plus tard comment s'en servir. Donc, je propose qu'on regarde tout de suite peut-être une page de thématique. Donc, allons à la planification d'un cours. Donc, toutes nos pages thématiques sont identiques. Elles sont faites de la même façon. On a le bandeau coloré qui rappelle la couleur de la thématique. Et on a nos fameuses sous-thématiques qui sont des menus accordéons. Donc, par exemple, dans la planification d'un cours, je vous disais plutôt qu'on a des capsules qui traitent de l'approche par compétences. Puis, quand on déroule l'accordéon, on retrouve les titres et la description des 4 capsules qui s'y trouvent dans ce cas-ci. Même chose pour la planification globale d'un cours. Donc, à l'échelle d'une session, on a les 6 capsules qui traitent de la planification d'un cours, la macro-planification d'un cours et la planification des leçons. Vous remarquerez que les capsules sont numérotées. Certaines d'entre elles ont été conçues avec une suite logique dans les idées, d'autres non. Donc, libre à vous de les parcourir et de les visionner dans l'ordre qui vous convient. Mais bon, certaines, vous allez voir, il y a partie 1, partie 2, partie 3 même. Donc, des fois, c'est bien de les écouter dans l'ordre. Autrement, libre à vous de vivre l'expérience qui vous convient selon vos besoins sur la plateforme. Passons maintenant à la deuxième, qui est les stratégies d'enseignement et d'apprentissage. Donc, c'est la thématique que je vous disais qui est en développement pour l'instant. Donc, on n'a pas de capsule qui s'y trouve, mais revenez-y au courant de l'automne. D'ici décembre, tout devrait être publié. L'évaluation des apprentissages, donc c'est une grosse thématique. Donc, vous pourrez aller découvrir toutes les petites capsules qui se trouvent cachées dans les menus accordéon, comme je disais, qui vont de la planification des évaluations jusqu'à comment communiquer les résultats aux élèves de manière bienveillante. Et la relation pédagogique, donc relation avec les élèves, premier cours, gestion de classe et évaluation de l'enseignement. Maintenant, je vous propose de faire un exemple ensemble. Donc, disons que je suis intriguée par l'évaluation des apprentissages et que j'aimerais en savoir plus sur les tâches authentiques. Donc, je vais cliquer sur tâches authentiques et je vais choisir, bon, partie 1, la première. Je vais y aller avec celle-là. Donc, titre et description. Donc, voici la page d'une capsule, une capsule vidéo. Donc, toujours faites identiques elles aussi. Donc, le titre de la capsule, concevoir des tâches authentiques motivantes pour nos élèves, partie 1, avec la courte description. Et on a ensuite la vidéo. Toutes nos capsules sont hébergées sur notre chaîne YouTube qui est non répertoriée. Donc, vous ne pouvez pas les trouver en naviguant sur YouTube. Tout se fait à l'intérieur de la plateforme Conseil de prof. Donc, quand vous visionnez, vous n'êtes pas redirigé vers YouTube. Tout se fait à l'intérieur de la page de Conseil de prof. Ensuite, chaque capsule est assortie de 2 fonctionnalités qui sont tout juste en dessous. La première, c'est celle des mots-clés. Donc, on a identifié toutes nos capsules à l'aide de quelques grands mots-clés, grands sujets dont il est question dans la capsule en tant que telle. Donc, par exemple, pour celle-ci, on parle d'évaluation des apprentissages,
de tâches authentiques, d'approche par compétences et de motivation. Et donc, après avoir visionné une capsule, si on veut aller plus loin, par exemple, la motivation, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je pourrais cliquer, tous les mots-clés sont cliquables. Donc, je peux cliquer sur motivation et ça m'amène à une page qui me présente une liste de toutes les capsules de la plateforme qui sont aussi assorties de ce mot-clé-là, si je veux pousser un peu plus loin ma réflexion. Si on revient, la deuxième fonctionnalité est celle des ressources. Donc, chaque capsule est assortie de ressources, de quelques pistes additionnelles qu'on retrouve dans la littérature en pédagogie. Donc, que ce soit au niveau des universités, des établissements collégiaux, la recherche, etc. Donc, évidemment, tout ça est en développement encore. Là. Je suis encore dans la publication des ressources pour toutes les capsules. La plupart en ont. Ça commence à débouler tranquillement pas vite. Mais voilà, donc on essaie évidemment de privilégier des liens cliquables. Donc, on peut facilement, question d'accessibilité, de rapidité. Mais des fois, on ne peut pas passer à côté d'ouvrages de référence majeures. Donc, certains livres aussi sont nommés. Donc, c'est une fonctionnalité qui est en développement. Mais voilà pour l'instant. Et si on terminait la visite, en fait, je reviendrai sur le fameux moteur de recherche ici. Donc, comme je vous disais, toutes les capsules sont assorties de mots-clés. Donc, ce qu'on peut faire, ils sont tous ici dans le moteur de recherche. Donc, disons que je choisis l'aliment pédagogique. Je peux le croiser avec nos thématiques et nos sous-thématiques. Donc, le deuxième onglet est également un accordéon. Donc, on a nos grandes thématiques assorties de toutes leurs sous-thématiques. Donc, disons, je veux m'assurer de respecter l'aliment pédagogique de mon cours, mais dans le cadre de l'évaluation des apprentissages. Je peux lancer la recherche et comme vous devinez, ça m'amène à une page qui croise donc et qui me donne les résultats de toutes les capsules de la plateforme qui traitent d'évaluation des apprentissages et d'alignement pédagogique. Donc, c'est une fonctionnalité qui vous permet de croiser des mots-clés avec des thématiques selon vraiment vos besoins peut-être un peu plus précis. Donc, c'est ce qui fait le tour de la plateforme. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être fait un peu des tests déjà à distance de votre côté, mais vraiment, libre à vous de la parcourir, de découvrir tout ce qui s'y cache, oui. Et peut-être que là, on pourrait même en écouter quelques-unes. Martine, avant Oui. d'écouter 2 capsules, ce qu'on va faire, je l'ai écrit dans le chat, mais s'il y en a qui ont des questions à date sur ce qu'on a fait comme projet ou des commentaires sur la structure, vous pouvez utiliser le module Q&R là, pour nous poser vos questions, puis on va y répondre. Donc, ça va nous faire plaisir. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez en tête présentement. Donc, il n'y a aucune question qui est mauvaise, comme vous le savez. Et on va aussi écouter donc 2 capsules vidéo dans 2 familles, 2 thématiques là, complètement différentes. Exact. Bien, je peux peut-être faire l'introduction. Si jamais il y a des questions en cours de route, Patrice, tu m'arrêteras. Mais donc, on propose en fait 2 capsules et on ne l'a peut-être pas mentionné, mais nos capsules sont assez courtes. On est allé pour du 2 à maximum 5 minutes. Donc, ça s'écoute rapidement, facilement. Donc, je propose peut-être une capsule sur l'évaluation des apprentissages qui a été enregistrée par Patrice. Et après, on va en écouter une deuxième sur la relation pédagogique qui a été enregistrée de mon côté. Donc, on va y aller, puis... Allons-y, Martine. Parfait. Tout semble clair. OK. Alors, allons-y. Donc, évaluation des apprentissages, on vous propose d'aller dans la planification des évaluations. Il y en a beaucoup de bonnes pratiques pour bien planifier une séquence d'évaluation à l'échelle de la session. Mais allons-y justement pour concevoir une séquence d'évaluation la plus distribuée possible dans le temps. Alors, je vais augmenter mon son pour être certaine. Bienvenue à cette capsule portant sur la planification des évaluations. Dans cette capsule, on parlera des raisons pour lesquelles on suggère de concevoir une séquence d'évaluation sommative la plus distribuée possible dans le temps. Au moment de planifier les évaluations sommatives que l'on compte faire dans notre cours, mieux vaut les prévoir de manière à ce qu'elles soient distribuées tout au long de notre calendrier de session, plutôt que de les prévoir uniquement à la mi-session et à la fin de la session. Cette stratégie a de nombreux avantages, tant pour nos élèves que pour nous en tant qu'enseignants. Pour les élèves, cette stratégie de planification permet d'abord de s'assurer
d'une certaine régularité de l'effort. On vise donc à les garder actifs tout au long de la session et à mettre des efforts de manière continue au fil des semaines, un peu à l'image de l'expression « petit train va loin ». De cette façon, on contribue à réduire le sentiment de surcharge et le niveau de stress que ressentent bon nombre d'élèves lorsque leurs efforts sont concentrés aux périodes de pointe, comme la mi-session et la fin de session. En distribuant la quantité des évaluations et la pondération tout au long du trimestre, ça leur permet aussi d'obtenir de la rétroaction de façon continue et fréquente. Et ça envoie un message clair aux élèves s'ils doivent poursuivre dans la même voie ou s'ils doivent s'ajuster en conséquence, contrairement à un cours où il n'y aurait que 2 points de contrôle pour toute la session. Ces éléments font d'ailleurs partie des résultats obtenus lors d'une étude réalisée à Polytechnique Montréal sur la charge de travail de la communauté étudiante du programme de baccalauréat en génie chimique. Cette étude démontre que les élèves qui suivent des cours dans lesquels les évaluations sont distribuées tout au long de la session, comme le cours A que vous voyez à l'écran, ces élèves-là déclarent se sentir moins surchargés que les élèves dont les cours concentrent les évaluations aux périodes de pointe, comme c'est le cas pour le cours B. Ça peut paraître surprenant, mais un effort modéré continu sur toute la session contribue à diminuer la perception de charge de travail. On pourrait dire que planifier nos évaluations, c'est favoriser l'apprentissage de nos élèves. Pour les enseignants, une séquence d'évaluation distribuée dans le temps nous permet d'évaluer et de porter un jugement à différents moments de la session et de concevoir des évaluations qui permettent d'évaluer les élèves selon les grandes étapes de notre cours, contrairement à si l'on choisissait de ne faire que 2 points de contrôle. De cette façon, on s'assure aussi de répartir notre charge de correction de manière à éviter la surcharge correctionnelle, dont il est question dans la capsule suivante d'ailleurs. Cette stratégie de planification est donc avantageuse, puisqu'elle nous permet de concevoir une séquence d'évaluation qui nous laisse suffisamment de marge de manœuvre pour nous ajuster au fil des différentes semaines de notre session. C'est donc ce qui complète cette capsule sur les avantages de concevoir une séquence d'évaluation sommative la plus distribuée possible dans le temps. Pour en savoir plus, on vous invite à visionner les autres capsules portant sur la planification des évaluations. Alors voilà, pour notre première capsule. Je vais peut-être dire quelques mots là-dessus, Oui. Martine. Fait que vous voyez le style, hein? C'est vraiment un style sous forme de conseil dans un ton qui, on le veut, le plus positif et bienveillant possible. On a essayé que ce soit très imagé, très graphique. Il y a une iconographie là, qui est utilisée dans l'ensemble des capsules et ça s'écoute relativement bien. C'est pas très théorique, ce n'est pas non plus très chargé en contenu. C'est vraiment une liste de conseils assez pratico-pratiques. Cette capsule-là, je l'aime bien, c'est pourquoi on vous l'a présenté. C'est quand même un concept assez important là, que les enseignants répartissent selon plein de contraintes qu'on a tous, notre pondération dans la session. Et dans ce cas-ci, c'est basé, oui, sur l'expérience, mais aussi sur une étude qu'on a menée, là, que vous avez vue brièvement à Poly, sur la charge de travail des étudiants. Fait que des fois, c'est basé sur vraiment la pratique, des fois sur des études, des fois sur des publications, des livres dans le domaine de l'enseignement supérieur. C'est très, très diversifié les sources d'informations que l'on a utilisées pour bâtir ces capsules-là. Et ça peut être l'occasion, puis je l'ai fait moi-même lors d'une de mes assemblées départementales, tout comme il y a au Cégep, bien sûr. J'ai présenté une capsule à mes collègues, celle-ci d'ailleurs, qui en a fait réagir certains, qui avaient une méthode où on avait peut-être juste une évaluation à la mi-session, puis une évaluation à la fin. Et on a eu des bonnes discussions et des bons débats. Je ne dis pas que j'ai convaincu 100% de mes collègues, évidemment, mais ça a permis de susciter des discussions là, au sein de l'Assemblée sur cette bonne pratique-là qui est d'étaler un peu la pondération pour toutes les raisons que vous avez vues. Vous voyez, ça peut servir là, des fois de beaucoup d'outils de formation ou en tout cas de base de discussion pour aller plus loin sur ce sujet-là. Et Martine, tu voulais nous faire écouter une deuxième capsule.
Oui, donc on a une question dans l'option Q&R. Donc, en fait, c'était une question d'Annie qui demandait si elles sont numérotées, nos capsules. Elles ont des couleurs aussi. Elle demandait s'il y avait une raison ou un code couleur derrière tout ça. Et la réponse est non. C'est en fait juste un rappel des couleurs officielles de Polytechnique Montréal. Donc, il n'y a pas de code couleur. Donc, les rouges ne veulent pas dire quelque chose par rapport au bleu. Donc, simple précision. Alors, je propose qu'on tombe dans maintenant la relation pédagogique. Donc, allons-y avec la première capsule, la thématique sur la relation avec les élèves. Un conseil tout simple qui est de connaître le nom de nos élèves, ce qui peut grandement contribuer à entamer une relation pédagogique bienveillante avec eux. Donc, allons-y. Bienvenue à cette capsule portant sur la relation avec les élèves. Dans cette capsule, on va parler des raisons pour lesquelles il est souhaitable de connaître le nom de nos élèves, en plus de présenter quelques trucs et techniques pour nous donner un coup de main. En enseignement supérieur, c'est pas rare d'entendre que les élèves ont l'impression de vivre dans l'anonymat. Plusieurs d'entre eux arrivent dans un nouvel établissement scolaire où ils connaissent que très peu de personnes et surtout peu d'enseignants les connaissent en retour, ce qui les prive d'une certaine proximité qu'ils avaient lors d'études antérieures. Bien souvent, cette impression va venir affecter leur motivation à s'impliquer dans les études. Au fond, cette impression-là leur donne le sentiment que ça ne sert à rien d'aller au cours puisque l'enseignant ne sait même pas s'ils sont présents ou absents. Donc, faire l'effort de connaître nos élèves par leur prénom, c'est généralement un élément positif qu'ils apprécient beaucoup. Mais bien entendu, il faut que la taille du groupe le permette. Généralement, ça va toujours être le cas au niveau collégial, mais pas nécessairement au niveau universitaire. C'est clair que si on enseigne un cours dans un amphithéâtre de 200 personnes, disons, ça ne sera pas réaliste d'avoir cette proximité avec tout le monde. On va peut-être connaître quelques élèves par leur prénom, mais pas tous. Et maintenant, regardons quelques techniques pour nous aider à apprendre le prénom de nos élèves. D'abord, on peut y aller d'une pierre deux coups grâce à notre activité brise-glace qu'on prévoit faire au premier cours. De cette façon, les élèves apprennent à se connaître entre eux et comme enseignants, si on y participe aussi, ça nous permet à notre tour de connaître les élèves et d'apprendre leur nom. On peut aussi utiliser la technique des cartes ou des macarons sur lesquels les élèves vont écrire leur nom et qui vont déposer soit sur leur chandail ou sur le coin de la table et qu'on va avoir à la vue tout au long du cours. On peut aussi profiter des moments de prise de parole pour apprendre le nom des élèves et demander en fait aux élèves de nommer leur nom avant de poser leurs questions. Par exemple, si un élève lève sa main, il dit « Bonjour, moi c'est Hugo et ma question est… » et il enchaîne. Et en retour, quand on veut répondre, on lui dirait « Merci Hugo pour ta question » et on enchaînerait avec notre réponse. On peut aussi profiter de la distribution de travaux de copies corrigées pour associer le nom sur une copie avec le visage de la personne. Et on peut aussi faire ce genre d'association-là par équipe. Lorsque les élèves sont en équipe de 2 ou 3, on apprend leur nom comme ça, chaque élève d'une même équipe, ce qui nous permet d'en mémoriser plusieurs à la fois. Il existe sûrement bien d'autres trucs et techniques pour apprendre le nom des élèves, mais au fond, ce qui importe, c'est que les élèves ont le sentiment qu'on se soucie d'eux et qu'on s'intéresse à eux. C'est ce qui termine cette capsule sur l'importance de connaître le nom des élèves pour la relation pédagogique qu'on bâtit avec eux. Pour en savoir plus, on vous invite à visionner d'autres capsules portant sur la relation avec les élèves. Excellent. Fait que vous voyez aussi des fois que la façon dont on a conçu les capsules, c'est qu'il y a toujours un grand conseil. Ici, c'était l'importance de connaître le nom de ses élèves, mais souvent à l'intérieur des capsules, on a plusieurs sous-conseils ou trucs pour aider l'enseignant. Fait qu'on ne dit pas juste c'est important de connaître le nom des élèves parce que, mais on dit comment faire. Puis là, ici, on a donné cinq trucs pour y arriver. Fait que ça fourmille vraiment de toutes sortes de petits détails qu'on peut utiliser, soit en salle de classe, mais aussi à l'extérieur de la classe, lorsqu'on planifie, lorsqu'on corrige, lorsqu'on est en train de concevoir des mécanismes d'évaluation. Fait que c'est des outils ou des conseils pour la classe, mais aussi, bien sûr, hors classe.
il y avait une question dans le module. Pouvez-vous nous en dire plus sur le plan de la communication liée à la plateforme? Comment a-t-elle été diffusée auprès de la communauté enseignante? Donc, pour l'instant, vous êtes parmi les chanceux à connaître l'existence de cette plateforme-là parce qu'elle n'a pas été officiellement lancée sur tous les réseaux sociaux et autres. Donc, le lancement officiel n'a pas eu lieu parce qu'on attend de produire les capsules vidéo de la 4e thématique sur les stratégies d'enseignement et d'apprentissage. Donc, la publicité comme telle n'a pas encore été faite. Ça va se faire soit en décembre ou en janvier prochain, mais elle est déjà accessible, là. Elle est fonctionnelle, c'est juste qu'elle n'est pas. Il y a une des 4 catégories qui n'est pas là. Donc, vous êtes, pour répondre à la question, on n'a pas encore fait un grand déploiement au niveau communication, mais on compte sur vous pour nous aider là-dessus. Voilà. N'hésitez pas si jamais il y a d'autres questions. Là, Moi, je me permets de vous poser la question parce que je ne peux pas le faire dans le module Oui. QER, étant donné mon statut d'hôte. Dans la capsule, entre autres, portant sur l'importance de connaître le nom de ses étudiants, vous proposez un ensemble de stratégies. Est-ce que dans votre espace, vous comptez créer un lien vers ces stratégies-là, un exemple ou un comment faire ou un to-do ou une démonstration, ou si vous vous arrêtez aux suggestions que vous faites? Bonne question. Donc, dans le fond, ce que vous voulez dire, c'est est-ce qu'on pourrait avoir un genre de module où les gens qui consultent la plateforme peuvent commenter et dire ah ben moi, j'ai aussi ce conseil-là ou ce truc-là que j'utilise. Autrement dit, c'est ça collaboratif, non? Non, c'est juste, bon, donc c'est ça, là, Martine, tu proposes là, un ensemble de stratégies qui peut favoriser. Est-ce que dans la page de cette démonstration-là, de cette vidéo, il n'y aurait pas les exemples, ne pourraient pas se retrouver dans une autre section de genre, quand on est dans la page, on voit mots-clés, ressources, recherches, bon, etc. Est-ce qu'on prévoit, genre, exemple, un sous-module exemple dans la page de la relation avec les élèves, connaître le nom de vos élèves? Ce n'est qu'une suggestion là, que je fais. Vas-y, Martine. Oui, parce que, en fait, c'est ça, on en a beaucoup. Les capsules sont bâties comme ça. On donne beaucoup de trucs pratico-pratiques, des exemples et des idées. En fait, je pense, en tout cas, je m'avance, Patrice, tu compléteras. Je pense que c'est aussi l'idée derrière l'onglet des ressources. Donc, il y a 2 ressources pour cette capsule-là qui, elle, justement, mentionne ces trucs-là peut-être plus en détail, comment les mettre en pratique. Mais moi, c'est un peu la piste de réponse que j'aurais pour l'instant. Patrice, je ne sais pas si tu peux compléter. Oui, bien effectivement. Et oui, il y a les ressources qu'on donne déjà. Mais en plus de ça, on nous avait fait le commentaire lors du colloque de la QPC. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que là, il y a les capsules vidéo, mais on pourrait aussi, évidemment, elles sont basées sur des PowerPoint, là, les capsules vidéo, comme vous le voyez. On pourrait rendre un PDF en dessous de chaque capsule, le PDF contenant le PowerPoint qui contient les trucs là, qu'on vient de voir. Fait que ce serait une façon de faire un genre d'extraction, si on veut, là, de l'information. Mais oui, on prend bonne note de ça. C'est tout à fait pertinent. Tout à fait. Oui, d'ailleurs, justement, dans le module questions-réponses, on dit que serait-il possible, effectivement, que la communauté partage ses idées, ses coups de cœur, bon. Tout à fait. Fait que dans le fond, ça, c'est d'ajouter, puis c'est dans nos cartons, d'ajouter un bloc collaboratif, que ça devienne une plateforme collaborative et que sous chaque vidéo, on puisse commenter, que ce soit envoyé à nous, qu'on puisse bonifier les choses. Oui, c'est vraiment un objectif. Je pense que c'est Catherine qui soulignait ça. Donc, Catherine, c'est effectivement une très bonne idée qu'on a dans nos cartons. Tout à fait. Il y a une autre question. Est-ce que vous voulez qu'on y réponde ou si vous voulez qu'on attende un peu? Oui, bon, non, on peut y aller. Donc, okay. Stéphanie nous demande avez-vous déjà une liste des capsules sous forme de bibliographie? Ça nous permettrait de référencer certaines capsules dans nos ressources locales. Oui, on va effectivement, c'est une super bonne remarque, mettre sur la page titre, si on veut, de la plateforme, un genre de liste de l'ensemble des 100 ou 150 capsules qu'on sera rendu là. Dans le fond, le titre de chacun avec une phrase, qui est le résumé du contenu de la capsule. Fait qu'on a déjà l'info. Ça pourrait être très aidant pour vous d'avoir le résumé. Ça va tenir sur 2-3 pages, dans le fond, là, la totalité de cette information-là. Je pense que c'est ce que Stéphanie... Ouais.
Stéphanie voulait. Je crois aussi peut-être qu'elle posait les questions en lien de, peut-être que je me trompe, là, mais des références bibliographiques qui sont associées à la genèse des capsules aussi. Peut-être que je me trompe, là, Stéphanie, c'est toi qui le sais, là. Hein? Bonne question. Oui. Je peux peut-être laisser la parole, on va voir. Oui, donnons-lui la parole. On va lui donner la parole à cette Stéphanie, un instant. Stéphanie, ça ne sera pas long. Allô? Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis super enthousiaste par votre projet. Parce qu'on fait tout ça un peu chacun dans nos collèges. Puis là, moi, je développe toutes sortes de ressources à l'interne, mais pour différents besoins. Par exemple, dans l'élaboration du programme de sciences de la nature, ben là, on a tel besoin. Puis là, il y a certaines des capsules que je me dis, oh wow, ça, j'aimerais ça aller les chercher. Puis là, moi, je suis en train de monter une bibliographie ou en tout cas une façon de présenter les ressources. Fait que là, je me disais, bon, c'est sûr que je peux écrire, là, Farah, virgule, P. Régis, avec toute la référence. Je me demandais si vous aviez déjà ça, tout listé, que là, pour chacune des... Là, j'aimais ça, l'idée d'avoir le titre avec le résumé, ça, c'est super. Puis si jamais vous aviez déjà... Je peux le faire, là, mais si ça existait déjà, ça m'aurait évité de refaire, là, de vous référencer... c'est pour pouvoir, après ça, faire circuler vos super vidéos. Oui, OK, donc je comprends. oui, on va le noter. Le document n'existe pas comme tel, mais pour nous, c'est assez facile à produire. On va le noter ainsi que votre nom. Vous pourrez peut-être nous envoyer vos coordonnées, puis on va pouvoir en discuter avec vous, mais on va aussi le rendre disponible sur la plateforme là, ce sera prêt. Bien, quitte à ce que idée, là, vous avez, quand on rentre, il y a le vidéo, les mots-clés, les ressources, il pourrait peut-être avoir comme pour citer, comme ça, on a des fois, là, pour citer cette page, voici, fait que là, on pourrait juste copier-coller avec le lien qui est déjà là. Oui, donc je comprends, le besoin, c'est de comment citer nos capsules dans vos références, c'est bien ça? Exactement. OK. Oui, parfait. Bien, je prends des notes. Merci. Ouais. Ce ne sera pas très compliqué à adapter, fait que c'est bien exact. Parfait. Merci beaucoup. Excellent. Merci. Excellent. Autre question avant qu'on aille plus loin? Pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, mais c'est parfait. Ça veut dire que c'est bien clair. Et justement, ce qu'on veut faire pour les prochaines minutes, peut-être un 10, 15 minutes, là, on va voir comment la participation sera. Je vais repartager mon écran. Et là, dans le fond, comme ce qu'on voulait voir avec vous un peu aujourd'hui, c'est de vous plonger dans les coulisses. T'sais, nous, pour être capable de bâtir cette plateforme-là, il a fallu discuter avec plein de gens, lire plein de choses. Et dans le fond, on veut se plonger dans le conseil de prof avec vous. Puis on aimerait que, sans fouiller dans la plateforme, évidemment, puis relire un conseil tel qu'il est déjà écrit, on va vous suggérer des thématiques très précises. Et si vous pouviez on va discuter un peu ensemble, vous pourriez formuler dans le module QAR là, un conseil et on va en discuter ensemble. On pourra peut-être inviter les personnes qui rédigent des conseils à prendre la parole, comme Stéphanie l'a fait, pour l'expliquer, pour être capable de le justifier un peu plus. Par exemple, une des thématiques qu'on a vues dans les capsules vidéo, c'est la relation pédagogique et un conseil que Martine nous a présenté, c'est l'importance d'apprendre le nom de ses élèves. Fait que ça, c'est un conseil qu'on a déjà, sur lequel on a déjà enregistré une capsule. Et une deuxième rubrique sur laquelle on ne va pas nécessairement parler aujourd'hui, je vais me consacrer à deux autres thématiques, ce serait la gestion de classe, donc d'établir des règles de classe claires au début de la session, ce que la plupart des enseignants en font. Donc, vous voyez un peu le genre de conseils qu'on recherche, qu'on veut discuter avec vous un petit peu, mais on va le faire sur la planification d'un cours en commençant avec la planification globale. Tu sais, quand on vous dit, cette session-ci, là, tu enseignes tel cours, puis ça commence dans un mois, des fois, ça commence dans une semaine. On ne le sait pas toujours à la même date, là, quand est-ce qu'on va enseigner un cours. Ce serait quoi des conseils que vous auriez à donner à vos collègues lorsqu'on doit planifier globalement un cours, donc une session en entier? Évidemment, il y a un plan de cours qui va sortir de tout ça, là. Mais ce serait ce sur quoi j'aimerais qu'on discute dans les prochaines minutes. L'idée, c'est de vous plonger dans le genre de réflexion là, que nous, on a fait. Donc, allons-y. Je vais juste enlever le partage d'écran. Je vous demanderais d'utiliser le module discussion parce que tout va être conservé par la suite, alors que dans le module QAR, ça disparaît. Alors, super. Parfait. Allons-y dans le module discussion qui se lance avec un premier conseil de
quand je planifie globalement un cours, lorsque je suis un conseiller pédagogique et que j'encadre des profs dans la planification globale de leur cours, ce serait quoi un exemple de conseil qu'on leur donne? Les documents, oui. Maxime a un très bon conseil. Hein? Dans le fond, comment on commence la planification d'un cours? Bien, il faut se documenter. Hein? Il va y avoir des règles au niveau de la politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages à respecter. Le plan de cours se base sur un plan cadre. Il y aurait aussi le devis ministériel hein, qui illustre la compétence, les éléments de compétence. Fait que oui, ça, c'est un super bon premier conseil. Je me documente sur ce que je vais devoir faire avec mes élèves. Ce qu'Andréane aussi a dit, là, se référer au plan cadre là, qui vient baliser toutes sortes de choses, entre autres relativement au contenu, aux évaluations. Et puis, si je peux enchaîner, parce que ça c'était revenu au colloque, hein, de commencer souvent par la fin de notre cours. Donc, une espèce de scénarisation à rebours, donc de commencer par où on veut amener les étudiants à la fin. Donc, avoir en tête l'épreuve terminale du cours. Ouais. Puis d'y aller après à reculons un peu. Donc, on s'en va là avec eux, comment on s'y rend durant toute la session. Oui. Tout à fait. Donc, Catherine, tu as tout à fait raison. Hein. Quand on planifie un cours, habituellement, on se demande c'est quoi le but à atteindre 15 semaines plus tard. Puis là, on fait notre histoire pour arriver à ce but-là. C'est très, très bien. Isabelle nous dit aussi qu'il existe souvent des gabarits de plan de cours. Hein? Donc, des fois, chaque collège a un gabarit qu'il faut respecter avec les différentes sections qu'il faut compléter. Donc, récupérer ce gabarit-là. La phase 1 pour les profs, c'est vraiment de se documenter et d'aller chercher tout ce dont on a besoin. Après ça, on va être capable de planifier notre cours. Stéphanie nous dit il faut connaître différentes taxonomies, taxonomie cognitive, affective, psychomotrice, pour être capable, et ça, j'aime beaucoup ça, on en parle dans les capsules. Bravo, Stéphanie. Effectivement, au niveau taxonomie cognitive, vous connaissez probablement la taxonomie de Bloom, qui est la plus répandue, hein, qui est en 6 niveaux cognitifs là, de ce qu'on peut demander à nos élèves. Peut-être que vous êtes dans des cours où on travaille beaucoup plus des composantes de savoir-être, entre autres, qui vont toucher très souvent la dimension affective du développement des compétences. Et peut-être que vous êtes dans des cours où il y a vraiment des gestes à faire. Je pense entre autres aux cours soins infirmiers, éducation physique et autres. Et là, les taxonomies psychomotrices peuvent être très utiles. Fait que oui, de connaître les taxonomies pour être capable de trouver les bons niveaux où on veut amener nos élèves pour formuler de bons objectifs d'apprentissage, de bonnes questions d'évaluation, de bonnes consignes. Tous les verbes, dans le fond, qu'on choisit avec nos élèves sont basés sur différents niveaux taxonomiques. Bon, je dis verbes, mais ça peut être les gestes qu'on demande à nos élèves de faire. Fait que oui, le domaine de la taxonomie est quelque chose de très, très important. Puis si je peux ajouter, Patrice, je pense d'où l'importance de se documenter avant, justement pour s'assurer que notre niveau taxonomique est cohérent. Et là, je vois Stéphanie qui ajoute aussi l'alignement pédagogique. Donc, justement, s'assurer que nos objectifs soient cohérents avec la documentation et qu'après, nos stratégies pédagogiques, les évaluations qu'on va prévoir, que tout ça se tienne et qu'on respecte le bon niveau taxonomique, effectivement. Tout à fait. Andréane apporte d'autres éléments reliés à la planification globale d'un cours. Consulter les enseignants qui ont déjà donné le cours, évidemment. Peut-être qu'ils vont nous fournir du matériel, ils vont nous donner des conseils, des choses qui vont bien, des choses qui sont plus des défis à relever dans le cadre du cours. Et aussi s'informer sur les autres cours de notre programme qui développent les mêmes compétences. Parce que, très souvent, on est dans des chaînes de cours. Il y a des cours préalables, il y a des cours subséquents. Il y a des compétences qui sont en atteinte partielle dans un cours, qui vont continuer à se développer dans le cours suivant. Il faut connaître ça lorsqu'on est un enseignant. Fait que ça, c'est absolument important dans la planification globale d'un cours. Puis, Andréane, vas-y, Martine. Oui, j'allais dire, et même ça fait référence, on a une capsule sur l'approche programme. Donc, justement, cette importance de bien situer notre cours, il est où dans le programme de nos étudiants, donc de voir qu'est-ce que les étudiants ont vu avant, qu'est-ce qu'ils vont voir après. Donc, ça rappelle un peu aussi une autre thématique qui est abordée dans la plateforme. Oui, tout à fait. Puis de connaître les connaissances antérieures de nos élèves. Donc, avant qu'ils commencent notre cours, c'est effectivement quelque chose qui est super, super important. Tout à fait.
Isabelle nous a mis un lien là, vers le CPU, donc le Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal, qui est dans le fond un guide de rédaction d'un plan de cours par objectif. Par Et compétence. Et donc, ça, c'est ça. Ça, sur la plateforme, vous allez voir, on présente clairement l'approche par compétence, on parle de l'approche par objectif, on dit comment les deux sont interreliés. C'est quelque chose d'effectivement assez important là, de connaître qu'est-ce qu'un objectif, qu'est-ce qu'une compétence et comment les deux s'arriment. Stéphanie nous dit, si on est une discipline contributive au programme, allez jaser avec les profs de la discipline spécifique pour bien comprendre les besoins. Oui. Et ça fait toute partie de la logique d'approche-programme que vous connaissez bien, où les enseignants doivent discuter entre eux pour faire vivre le programme adéquatement. Donc, les disciplines contributives doivent s'arrimer aux disciplines spécifiques là, pour être sûr que tout le monde répond bien aux besoins. Très, très bien. Vous voyez qu'on pourrait continuer comme ça longtemps. Ce n'est pas ce qu'on va faire. Mais vous voyez, c'est le genre de réflexion qu'on a lorsqu'on est un enseignant. Il y a des profs qui connaissent déjà tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Je pense que les conseillers pédagogiques qui sont là, vous connaissez certainement tout ça. On est chanceux. Mais évidemment, il y a plein d'enseignants qui ne connaissent pas ça, qui n'ont jamais fait de formation en pédagogie. Et qui, du jour au lendemain, doivent enseigner un cours en entier au cégep ou à l'université et que tous ces précieux conseils-là leur sont utiles. Donc, ce qu'on a fait présentement, c'est dans le fond le résultat de tout ça qui se trouve sur la plateforme. Évidemment, il manque plein de conseils. Là, on pourrait en avoir 300-400 capsules. On s'est concentré quand même sur des... Il a fallu prendre des décisions et on s'est concentré là-dessus. Donc, ça a été particulièrement important là, de prendre des décisions. Est-ce qu'il reste des commentaires? Pas pour l'instant. Ça va. Ce que je veux faire avec vous, c'est que dans la rubrique qui n'est pas encore développée, qui sont les stratégies d'enseignement et d'apprentissage, il y a une grosse rubrique. On nous avait fait le commentaire là, du colloque de la QPC sur l'importance des pédagogies actives. Ce n'est sûrement pas un nouveau terme pour vous. L'importance de rendre nos étudiants actifs dans la salle de classe. Ça peut rester théorique comme concept. On peut être d'accord, pas d'accord. Il y a plein d'études sur le sujet. Mais dans le pratico-pratique, dans la vie de tous les jours des enseignants, on se fait souvent demander « Ah oui, je pense que je suis d'accord avec ça, que les élèves doivent bouger, que moi qui parle pendant 2 heures ou 3 heures en enseignement assez magistral, ce n'est pas nécessairement la meilleure des choses pour favoriser l'apprentissage. » Mais là, on nous demande « Mais comment? » Donc, c'est une bonne question, ça. Donc, les enseignants, souvent, ont plein de bonne volonté, mais se demandent comment rendre les étudiants plus actifs. Donc, au lieu de... Parce qu'on pourrait en dire très longtemps sur les formules de pédagogie active, au lieu de l'inclure dans cette plateforme-là et de faire des capsules vidéo, on a développé, avant même la plateforme Conseil de prof, une deuxième plateforme qu'on n'avait pas prévu vous présenter aujourd'hui, mais puisqu'on a du temps pour le faire, on veut vous le présenter. Et d'ailleurs, Martine vient de mettre le lien. Donc, Conseil de prof, vous l'avez déjà. La deuxième plateforme, qui est le petit frère, non, le grand frère, parce qu'elle est née avant, le Conseil de prof, c'est Vignettes de pédagogie active. Dans le fond, on a 100 vignettes. Je ne sais pas pourquoi on aime beaucoup le chiffre 100 là, dans mon cas. On a 100 vignettes qui donnent des conseils sur comment rendre les étudiants actifs en classe. Et on a un super moteur de recherche en fonction des besoins de chacun des enseignants. Par exemple, si on dit, moi, là, je veux faire une activité qui est sporadique, une seule fois, puis après ça, on passe à autre chose. Je veux une activité sur plusieurs séances de cours, en classe seulement, hors classe seulement, un bout hors classe, un bout en classe. On peut cocher. J'ai combien de temps aujourd'hui pour faire bouger mes élèves? Moins de 30 minutes? Entre 30 et 60 minutes? Plus de 60 minutes? Mon groupe, quelle est ma taille de groupe? Parce que c'est destiné du primaire à l'université, cette plateforme-là. Est-ce que je veux une activité en équipe, une activité individuelle? Finalement, moi, comme prof, mon rôle comme prof dans la classe, est-ce que j'aime ça, avoir un rôle plus effacé? Je présente les consignes, puis après ça, je les supervise et je les laisse travailler. Ou j'aime ça animer, ou j'aime beaucoup, beaucoup ça animer et prendre beaucoup de place.
Fait qu'on peut cocher notre intensité d'animation. Et il y a un filtre qui va se faire à partir des critères sur la centaine là, de vignettes de pédagogie active. Et on peut chercher par mots-clés, disons que moi, je vais en savoir plus, là, je connais le terme, là, la technique de la racine carrée. Donc, cette technique-là, de la racine carrée, lorsqu'on clique sur n'importe quelle, vous avez les différents critères qui amènent à ça. Vous avez une description brève. Vous avez une procédure pas à pas pour l'implanter dans votre classe. Donc, vraiment, on dit étape 1, tu fais ça, étape 2, étape 3, tu fais ça. Des conseils à donner au prof pour l'implanter. Un exemple d'enseignant qui l'a implanté dans son cours et comment ça s'est passé. Des variantes de l'activité, les sources, où est-ce qu'on a pris ça. Et vous pouvez imprimer la fiche en PDF. Fait que vous n'êtes pas tout le temps obligé de retourner sur la plateforme comme telle. Vous pouvez les télécharger et il n'y a pas de souci. Et vous pouvez aussi les commenter. Fait que le module interactif qu'on parlait tantôt, qui serait bien d'ajouter, il existe déjà dans une autre de nos plateformes. On peut ajouter, dire, moi, je l'ai testé, j'ai fait telle variante. Fait que c'est collaboratif là, comme plateforme. Donc, cette plateforme-là, il y a une longue revue de littérature qui a été faite avant de la créer, puisqu'on ne voulait pas bâtir quelque chose qui existait déjà en français. Et il existe toutes sortes de petites choses, mais pas sur un moteur de recherche comme celui-là. Je pense que Nicole a mis des liens, effectivement, là, vers d'autres endroits. Ou mon endroit, je ne sais plus trop. Mais donc, il n'existe pas dans le domaine francophone une plateforme similaire à celle-là. Elle est disponible, vous pouvez l'utiliser. Elle est assez fréquentée du primaire à l'université. Et ça donne plein d'idées selon des critères que vous avez. Après, on a moins d'arguments pour dire je n'ai pas le temps de me documenter, je n'ai pas le temps de m'acheter un livre sur telle chose, sur les pédagogies actives ou de lire un article. Le travail a été fait, dans le fond, pour vous. Là. Et juste petite parenthèse, puis après ça, on va passer tranquillement. Il nous reste quoi, une quinzaine de minutes. Là. On va pouvoir répondre à vos questions sur cette plateforme-là. Mettons une technique que les profs souvent ne connaissent pas, mais qui est super appréciée, c'est la technique des bombes. Peut-être que certains d'entre vous la connaissez, mais les bombes, dans le fond, qu'est-ce que c'est? On peut juste aller voir, ça va être plus facile que je vous lise la description. Donc, on dit la technique des bombes permet aux enseignants de s'adapter à la rapidité d'exécution d'une tâche par les élèves. En effet, puisque tous les élèves ne travaillent pas à la même vitesse, il arrive souvent que certains d'entre eux terminent beaucoup plus tôt que leurs collègues la tâche assignée par l'enseignant et se retrouvent à se tourner les pouces, ce qui, à la longue, pourrait les démotiver ou nuire à votre gestion de classe. Pour mettre en œuvre cette technique, l'enseignant doit préparer à l'avance des petites feuilles de papier, tout autre format, sur lesquelles sont inscrits des énoncés permettant de complexifier la tâche qui était donnée aux élèves. Ainsi, pendant que les élèves travaillent, par exemple, en équipe, l'enseignant circule, évalue le niveau d'avancement. Si on remarque qu'un groupe a terminé ou presque terminé, boum, on peut lui lancer une bombe qui vient complexifier le problème, ajouter un angle différent ou un tout autre problème. Le but, c'est d'occuper nos élèves. Et ça, j'ai plein de collègues qui ne connaissaient pas ça, qui l'ont implanté, qui est quand même assez facile. Là. Et ça aide beaucoup, beaucoup à garder tout le monde occupé et tout le monde motivé pendant la durée de notre activité. Fait que c'est plein de techniques comme ça là, qui sont racontées. Puis vous pouvez les combiner de toutes sortes de façons, évidemment, là, ces techniques-là. C'est un peu infini ce que vous pouvez faire. Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je n'ai pas le temps de lire tout le chat, peut-être plus Martine que moi. Moi, je pose la question justement, je sais que vous allez aborder la pédagogie active dans le conseil de prof. Est-ce que vous allez amener les gens à aller voir les vignettes de pédagogie active? C'est ça? Oui. Vas-y, Martine. Oui, en fait, c'est ça, ça fait partie de nos capsules qui ne sont pas encore publiées. Donc, dans les stratégies d'enseignement et d'apprentissage, on a justement des capsules sur l'importance de, par exemple, varier nos stratégies d'enseignement, d'utiliser justement la pédagogie active. Et dans l'onglet des ressources, et même à la capsule, on mentionne le site des vignettes. Donc, on y fait référence, comme je vous ai présenté, même dans le carrousel de page d'accueil, le site des vignettes se trouve. Donc, on essaie de partager justement tous les travaux de la chaire. Donc, on y fait référence certainement. Merci. Excellent. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur la deuxième plateforme, qui est comme un plus au webinaire qui n'était pas annoncé aujourd'hui?
n'hésitez pas à les écrire là, dans Discuter. Comme on disait tantôt, là, ça va rester dans le fil de discussion que vous recevrez. D'ailleurs, ça, c'est un autre conseil. Hein, quand on pose une question en classe, il ne faut pas avoir peur du silence. Bon, aujourd'hui, personne ne peut ouvrir son micro, fait que je gère très bien le silence. Mais dans une classe physique, là, on suggère d'attendre un 7-8 secondes avant de donner la parole aux élèves. Fait qu'on vit bien avec le silence. Alors, s'il y en a qui ont des questions, allez-y. Donc, il y en a une dans Q et R. Est-ce qu'il y a un filtre par discipline? Alors, la réponse pour Nathalie est non. Parce que la très vaste majorité de ce qu'on suggère dans le conseil de prof, mais aussi dans Vignette, ça s'applique à toutes les disciplines. Oui, évidemment, il peut y avoir certains éléments qui sont plus difficilement applicables, mais c'est plutôt rare. Fait que non, on n'a pas filtré par domaine des sciences pures et appliquées, génie, domaine des sciences humaines. Ce serait, parce que dans le fond, le filtre va souvent nous amener au même résultat. Fait que ça ne vaudrait pas la peine à ce moment-là. Autre question? Peut-être pour faire du pouce là-dessus, Patrice, je pense que c'est justement l'occasion de se regrouper en discipline, puis de se dire, OK, tel bon conseil, plus général, comment on peut l'appliquer dans le cadre de notre discipline, de notre cours, de tel contenu plus disciplinaire. C'est justement une façon, je pense, de collaborer en équipe, en département, même en approche programme, pour appliquer ça dans nos cours. Excellent. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais repartager pour une dernière fois mon diaporama. Le temps s'écoule rapidement, même qu'on va finir probablement 5 minutes à l'avance, hein, ce qui est très bien. Donc, dans le fond, aujourd'hui, vous avez découvert 2 nouvelles plateformes. Et ce qui se cache derrière, c'est qu'on n'a pas fait ça juste pour le plaisir, évidemment. Là. On a vu les objectifs. Puis l'objectif ultime, là, moi, je travaille pour les étudiants. Donc, c'est que les étudiants soient plus compétents, qui apprennent en étant motivés, qui aient envie de venir en classe, de faire des travaux qui les intéressent. Ultimement, ils vont être encore mieux formés. Et pour y arriver, il faut s'outiller. Il faut outiller les enseignants du primaire là, à l'université. Et c'est ce qu'on tente de faire avec ces 2 plateformes-là. On a vu, bien sûr, aujourd'hui le fonctionnement de la plateforme. Vous avez accès aux liens. On a écouté 2 capsules vidéo qui vous montrent comment elles sont conçues, assez brefs, très visuels, très pratico-pratiques. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus, en dessous de chacune des capsules vidéo, il y a une série de ressources cliquables, très souvent, auxquelles vous pouvez avoir accès. Et ça, je sais que c'était une demande de entre autres, nos conseillers pédagogiques qui avaient assisté à notre atelier lors du colloque là, de la QPC, où des fois, ils sont tout à fait d'accord avec ce qui est dit dans la capsule, mais ils aimeraient ça, des fois, donner un article à un enseignant, aller lui faire demander de faire une lecture complémentaire à notre 3 minutes là, pour évidemment aller plus loin. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire, mais on en ajoute continuellement là, des ressources là, en dessous de chacune des capsules. Et finalement, on a échangé via vos questions et via le petit exercice dans les coulisses de conseil de prof qu'on a fait. Donc, on a parlé de planification globale. On aurait pu parler de plein d'autres sujets, entre autres l'évaluation, qui est un domaine très critique là, lorsqu'on enseigne et qui est très, très important aussi aux yeux des étudiants. Mais on a donc échangé aujourd'hui là, sur les bonnes pratiques en enseignement supérieur. Donc, en terminant, vous avez accès là, à la capsule au site web Conseil de prof. Au courant de l'automne, comme Martine l'a très bien dit, il va y avoir des nouveautés, donc de nouvelles capsules, environ une 50aine de nouvelles capsules là, qui seront ajoutées d'ici Noël. Et aussi, si vous voulez nous écrire, il y a certaines personnes qui sont intervenues, qui nous ont dit « Ah, wow, j'aimerais peut-être ça l'intégrer dans mon cégep. » Moi et Martine aussi, ça nous fait vraiment plaisir. Si vous voulez nous inviter, là, moi, ça va me faire plaisir d'aller dans un cégep. Ça va être plus interactif qu'aujourd'hui, là, ce qu'on va faire. Mais des fois, une formation de 1 heure, 2 heures avec des profs, on joue sur une des 2 plateformes ou les 2 à votre discrétion. Moi, j'aime bien ça, faire ça. Fait que si ça vous intéresse, là, écrivez-nous. Si vous voulez parler de ce projet-là, ça va me faire plaisir de discuter et de collaborer avec vous. Ce qui serait intéressant, ce serait peut-être d'avoir des mini-formations portant sur chacun des modules. Tout à fait. Parce que là, on en a fait le tour, c'est vraiment inspirant, mais en même temps, d'approfondir chacun des modules, je pense que ça me permettrait d'accrocher encore plus la pertinence de ces modules-là en lien avec les besoins des enseignants. Ouais.
effectivement, là, on a fait un survol très, très large de l'ensemble de l'œuvre. Mais si vous dites, hey, nous, là, on a un défi sur l'approche par compétences. On a beaucoup de difficultés dans notre programme à discuter de ça avec les profs, toutes sortes de raisons. Bien, on peut faire quelque chose à partir des capsules qui sont là. Ou si vous dites, hey, nous, c'est la relation pédagogique qui est un défi. Fait que oui, c'est une très bonne suggestion, Nicole. On pourrait, c'est très, très flexible là, à partir de tout ce qui est là-dedans. On peut vraiment moduler tout ça selon les besoins de chacun. Et Colette nous demande, est-ce qu'il existe des liens vers Edulib pour les contenus disciplinaires? Donc, dans le fond, Edulib, c'est une plateforme Polytechnique, HEC, Université de Montréal, de MOOC, des cours en ligne gratuits ouverts à toute la planète. Donc, il y en a plusieurs qui sont offerts. Pour l'instant, il n'y a pas de lien entre les deux plateformes qu'on a vues aujourd'hui et les MOOC. C'est comme vraiment un autre outil, mais on pourrait même bâtir des MOOC, des mini-MOOC sur ce qu'on a présenté aujourd'hui. Mais pour l'instant, il n'y a pas de lien entre les plateformes, là. Super. Bien, écoutez, merci énormément de votre participation. On espère que ça vous a intéressé. Comme je le disais, n'hésitez pas à nous contacter. Là, ça va nous faire vraiment plaisir de discuter avec vous. Et je vois que Nicole a ajouté un lien. Vous voulez le présenter probablement, Nicole? Non, le lien, c'est le formulaire d'appréciation du webinaire, mais j'ai aussi créé un lien un peu plus haut vers un article paru dans Éductive qui parle justement des vignettes là, que vous avez créées pour que les gens puissent lire là-dessus. C'était fort intéressant. Merci beaucoup. C'est inspirant. Je pense, entre autres, que ça peut s'adresser aux nouveaux enseignants, aussi, tant aux plus expérimentés, mais principalement aux nouveaux enseignants. Je pense que ça peut être une belle source d'inspiration. Ce n'est pas lourd, mais en même temps, ça peut leur être extrêmement utile. Alors, merci beaucoup à tous les deux. S'il y a des gens là, qui veulent partager leur appréciation dans le module de discussion, bien sûr, c'est toujours bienvenu et vous allez recevoir le contenu de la discussion et de la présentation de Martine et de Patrice aujourd'hui, après le webinaire. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, je vois qu'il y a des gens là, qui commencent à commenter, à vous remercier. Alors, ne vous gênez pas pour le faire. Et à quand le module c'était sur les activités d'apprentissage? Donc, c'est prévu pour février? Non, c'est d'ici Noël. Donc, d'ici Noël. Oui, il y a une 50aine de capsules qui vont s'ajouter. C'est ça. Parfait. 50. On est en mode, elles sont rédigées, conçues, on va tomber en mode enregistrement, montage au fil des semaines. Parfait. Super. Merci beaucoup à tous les deux. Puis on se dit à la prochaine, mais les petits modules pour chacun, des petites formations pour chacun des modules, ça serait vraiment intéressant. On s'en reparle. Ben oui, j'ai pris beaucoup de notes, beaucoup de suggestions qui valent la peine d'être retenues. Merci. À la prochaine. Merci, Nicole. Merci à tous. Merci à tout le monde.